Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous de la réinformation spéciale législative, mais surtout filmé pour la première fois, c'est-à-dire que désormais, si l'envie vous prend, vous pourrez voir nos trombines sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie. Alors je précise que ça n'est pas la chaîne de ligne droite, mais bien celle de Radio Courtoisie. Et aujourd'hui, donc après cette excellente nouvelle, nous parlons politique. Et nous allons tenter de décrypter pour vous les grandes clés de cette campagne éclair, dont le premier tour aura déjà lieu dimanche prochain. Alors nous reviendrons sur l'annonce du programme de Jordan Bardella qui a été faite ce matin à 11h. Que faut-il en retenir ? Est-ce qu'il nous a donné les bases d'un programme pour une grande plateforme politique d'union nationale ? L'union des droites, au moins à défaut d'union nationale, pourra-t-elle offrir une majorité absolue au Rassemblement national ou y aura-t-il une majorité relative ? Est-ce que l'extrême gauche qui grimpe dans les intentions de vote peut arracher le pouvoir au nez et à la barbe du Rassemblement national ou des macronistes ? François Hollande pourrait-il être le Premier ministre d'une coalition Nouveau Front Populaire ? Et pourquoi pas ? Et Macron est-il politiquement mort ? Voilà, ce sont toutes les questions que nous allons nous poser. Nous reviendrons ensuite, parce qu'il le faut bien, sur la pénible séquence des boules puantes dans la querelle qui a secoué les équipes de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour, en espérant que désormais chacun prenne un peu ses responsabilités pour ne pas nuire en tout cas au combat en cours. Nous parlerons également de la prétendue neutralité médiatique, notamment celle du service public, qui a volé en éclats cette pseudo-neutralité, avec la montée du Rassemblement national et donc sa possibilité d'assumer et de prendre en main la direction de notre pays. Et puis nous parlerons enfin des dissensions idéologiques de l'extrême gauche, ça fait toujours plaisir, avec un recul très net du vote juif et de l'influence des LGBT au bénéfice de l'islamo-gauchisme. Là encore, on a vu surgir des fractures et les élections ont agi comme un précipité au sens chimique du terme, c'est-à-dire que ces fractures ont vraiment été rendues parfaitement visibles, parfaitement distinctes. Donc, quelles sont les leçons à tirer pour les différents camps de ces dissensions de l'extrême gauche ? Quelles sont les leçons à tirer pour nous ? Eh bien, c'est ce à quoi vont tenter de répondre les petits chimistes de la réinformation que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec Françoise. Arnaud Guyot-Janin, journaliste écrivain. Bonjour. Xavier Van Lierde, journaliste. Charles-Henri Deloy, écrivain. Patrick Goffman, journaliste et écrivain. Bonsoir, et enfin, Président. Jean-Yves Le Gallou, qu'on ne présente plus, président de Polémia. Bonsoir. Voilà, nous passons maintenant à l'actualité, à l'attaque. Donc, les législatives. Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin au soir. Alors, je le dis pour ceux qui ne l'auraient pas relevé. Le premier tour des élections a lieu jeudi 30 juin. Dimanche. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le 30 juin, oui, dimanche, évidemment. Et l'état des lieux de ce matin, donc, donnait un Rassemblement national à 35,5%, Reconquête à 1%, LR à 7%, Renaissance et le camp macronien à 21%, le Nouveau Front Populaire à 29%, et divers extrêmes gauches à 2,5%. Alors, la question maintenant qui se pose à nous est, selon vous, peut-on avoir une majorité absolue ? Est-ce que cela vous semble envisageable face à la menace éventuellement de l'extrême gauche, face à l'effondrement de la Macronie ? Alors, Jordan Bardella a présenté son programme ce matin. Est-ce que, selon vous, dans ce programme, on trouvait les éléments de cette grande alliance qui pourrait fédérer, sinon la nation, comme le souhaite le Rassemblement national, mais au moins les droites ? Jean-Yves Le Gallou. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre de fédérer les droites et de mobiliser pour le 30 juin et le 7 juillet. Je pense personnellement que la majorité absolue est possible. Elle est possible pour deux raisons. D'abord, il y a une dynamique dans le scrutin majoritaire. Et donc, le scrutin majoritaire va broyer le centre. L'extrême centre va être extrêmement broyé. Et donc, il y aura assez peu de candidats du centre au deuxième tour.
Et donc les deuxièmes tours, sauf dans un certain nombre de triangulaires, effectivement, sauf dans un certain nombre de triangulaires, les deuxièmes tours opposeront souvent le Rassemblement national au Front de gauche. Et ce qu'on a observé en 2022, dans une configuration semblable, c'est que le Rassemblement national avait d'assez bons reports de voix de la part de ceux qui avaient disparu. En l'occurrence, ceux qui auront disparu sont soit les équipes LR, macronistes et les LR Macron. Quoi. C'est à peu près pareil. Et je pense qu'ils craindront plus, dans le vote de rejet, ils craindront plus l'extrême gauche et le Front populaire que le Rassemblement national. Donc je pense que c'est possible. C'est effectivement une condition indispensable. Je crois que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont posé comme condition pour aller au gouvernement d'avoir la majorité absolue. Ça me paraît une revendication tout à fait sage, parce que ça sera très difficile avec le président de la République encore en place et avec le Conseil constitutionnel et l'état profond qui ne sera pas forcément très, très favorable au nouveau gouvernement. La condition pour pouvoir faire face à d'éventuelles difficultés, c'est effectivement d'avoir la majorité absolue et si possible avec quelques petites voix d'avance. C'est un enjeu important des élections législatives, me semble-t-il. Sur une base, effectivement, c'est le paradoxe, vous avez parlé de Reconquête qui a 1 ou 1,5%, ce qui est la loi du vote utile qui joue contre lui, alors que ce qui se met en place, c'est précisément ce qu'avait prôné le RPR, Éric Zemmour avec Reconquête, l'union des droites, et sur une base programmatique du Rassemblement national tel que Jordan Bardella le présente aujourd'hui, qui est plus proche à certains égards du programme de Reconquête de 2022 que du programme de Marine Le Pen de 2017. Ouais. Arnaud Gueugenin voulait rebondir sur... Alors pour reprendre le propos de Jean-Yves Le Gallou, je crois que la majorité absolue est possible, mais peu probable. Possible parce qu'il y a une dynamique dans le pays qui est effective et que la mobilisation de Jordan Bardella et du RN en général a été prononcée dès l'interview télévisée de Jordan Bardella il y a environ une semaine. Et on sait qu'à partir du moment où Reconquête est à 1%, 1,5%, il y a probablement au moins 3, 4, 5% qui peuvent aller, a priori, au RN, peut-être même dès le premier tour. Donc ça, c'est une chose qui, effectivement, fait qu'on peut penser que cette majorité absolue peut arriver. Ce qui me retient un petit peu, c'est que les abstentionnistes, qui sont quand même de l'ordre de 52%, ont en général, c'est pas systématique, mais ont en général tendance à vouloir faire barrage au Rassemblement national. Ça a été en tout cas le cas dans les précédentes années et décennies. On l'a bien vu. Alors je sais bien que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. On peut argumenter sur les nuances, etc. Mais il y a quand même en général une prime aux abstentionnistes en faveur de ceux qui veulent faire barrage au fascisme et autres bivesées que les gens de gauche et d'extrême gauche peuvent déverser sur le Rassemblement national. Donc les abstentionnistes vont être aussi, je pense, tendanciellement rapprochés de la tendance à pouvoir justement essayer de faire tout ce qui est possible pour endiguer le Rassemblement national aussi. Et ils savent que Macron, président, empêchera les réformes qui doivent absolument être appliquées du moment que Jordan Bardella refuse de gouverner à partir du moment où il aurait la majorité relative. Ça fait donc beaucoup d'hypothèques. Je pense que les 3 blocs qui vont se retrouver au premier tour, c'est un bloc droite-extrême droite avec Jordan Bardella, un bloc macronien avec un certain nombre de LR, puisque les autres LR seront passés au RN avec les amis d'Éric Ciotti, et puis un 3e bloc, gauche contre extrême gauche, et à ce moment-là, le pays sera ingouvernable, et il y aura peut-être, puisque Bardella ne veut pas gouverner, peut-être l'un des 2 autres groupes qui voudront, eux, gouverner. Alors là, ça nous promet quelques séances pitoyables et surréalistes dans l'avenir qui vient. Alors, Patrick Goffman,
Ensuite, Xavier. Oui. Quelques mots élémentaires. Il y a des choses qui changent beaucoup. Moi, je suis très frappé de voir, par exemple, le comédien cardiaque Pierre Arditi déclarer purement et simplement qu'il ne votera pas pour la gauche. On a aussi un Mathieu Cassel. Alors, ça m'étonne. Oui. Oui. Donc, non, il l'a dit. Oui. il l'a dit, et je le cite, c'est pas parce que j'admire spécialement Pierre Arditi, c'est parce que il témoigne d'un découragement parmi nos ennemis. Enfin, on peut citer aussi Mathieu Kassovitz, qui déclare textuellement qu'il faut faire l'essai du Rassemblement national. Et c'est tellement sensationnel que le journaliste qui recueille ces propos se croit obligé de souligner que c'est de l'ironie. Xavier Van Lierde. Oui, alors moi je crois que la majorité, et même la majorité absolue, est tout à fait possible pour plusieurs raisons. La première, lorsqu'on observe les débats tels qu'ils se déroulent, on a bien compris que le bloc macronien, le fameux bloc central, est en essoufflement et en érosion très très avancée, voire en dissolution lui-même. Le face-à-face et l'issue du scrutin va donc se jouer entre, d'un côté, le nouveau Front populaire et de l'autre, le Rassemblement national. Je pense que le Rassemblement national a plusieurs atouts face à ce nouveau Front populaire. Le premier, c'est que il est quand même dans la position dominante aujourd'hui pour plusieurs raisons. Position dominante et de dynamique, parce qu'on observe qu'il a complètement crevé le plafond de verre à bien des égards. Et ça se voit, par exemple, par l'extension géographique du vote Rassemblement national. C'est-à-dire que le vote Rassemblement national était quand même géographiquement très situé, le nord de la France, un peu l'est, la vallée du Rhône et le sud. Toutes les terres de l'ouest dans lesquelles il était quasiment absent ou rachitique se tournent vers lui dans des proportions désormais importantes. Donc cette extension dit quelque chose d'une dynamique très profonde dans le pays. Quand on arrive à toucher de nouvelles terres, eh bien, c'est la preuve d'une dynamique très profonde. L'autre façon qu'il a de crever le plafond de verre, eh bien, c'est que au plan sociologique, il touche aussi de nouveaux secteurs de la population. Donc, par exemple, énorme progression auprès des femmes, qui n'était pas un électorat très favorable auparavant, et jusqu'à il y a peu. Énorme progression également auprès des personnes âgées, qui étaient la chasse gardée de la Macronie, et énorme progression dans les classes supérieures et diplômées. Tout ça montre qu'il y a quelque chose, il y a une digue qui a sauté, si vous voulez. Et une fois que la digue saute, eh bien, je pense le flot peut tout emporter. Et peut d'autant plus tout emporter que sa position relativement dominante lui permet d'avoir un discours d'apaisement, de rassemblement, de confiance, et ils apparaissent, je trouve, dans cette bataille électorale, comme les plus sereins. Ils se posent comme ceux qui pourraient apaiser les institutions bien davantage que leurs adversaires, et probablement pour une autre raison, c'est que dans son propre camp, le RN n'a pas besoin de faire de surenchère, car il est tellement dominant qu'il peut se présenter tel qu'il est, ou tel qu'il souhaite être. Alors qu'en face, comme il y a une sorte de guerre et de compétition, eh bien, le nouveau Front populaire est en proie non seulement à une forme de désordre, où certains veulent imposer déjà un Premier ministre, tandis que d'autres pas, alors qu'ils n'ont pas encore gagné, et surtout en déstructuration idéologique. Ce qui donne de la part quand même du gros morceau de ce nouveau Front populaire une énorme surenchère. C'est-à-dire, LFI est dans la surenchère permanente, dans l'excitation, voire la provocation. Et je pense que, du coup, pour le Marais, en cas de triangulaire ou de face-à-face RN, nouveau Front populaire, eh bien, une partie de l'électorat tiède se tournera plus volontiers qu'auparavant vers des candidats Rassemblement national. Eh bien, écoutez, on en a justement un, j'espère, à l'antenne. Pierre Gentillet, êtes-vous avec nous ? Alors, est-ce que Pierre Gentillet est là ? Normalement, il l'est, mais on a les mystères du téléphone. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, en tout cas, on espère reconnecter la liaison avec Pierre Gentillet, qui est précisément en campagne au moment où l'on vous parle et qui avait pu se libérer quelques minutes pour venir nous parler. Il faut l'appeler maître si vous voulez qu'il réponde. Exactement. Il le mérite, il a fait des études d'avocat. Il est candidat dans la 3e circonscription du Cher, qui est le centre de la France. Exactement. Alain Champ, c'est le centre, le barycentre de la France, il est candidat là. Et surtout, il s'est fait connaître pour son action à Bellabre, qui est justement la circonscription voisine de là où il se trouve maintenant.
Et alors par contre, malheureusement, j'ai l'impression qu'il tarde un peu à nous rejoindre. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je peux poursuivre sur Belabre. Oui. Je parlais de l'extension géographique. Belabre, à certains égards, témoigne de cette extension géographique. Et je pense qu'une des bascules peut s'expliquer par la volonté totalement folle de la Macronie et du gouvernement de vouloir répartir dans toute la France les migrants. Oui. Je pense que ça a sonné l'alerte très violemment dans les campagnes. C'est-à-dire que je me souviens, après la victoire de Bruno Maigret à Vitrolles, j'avais lu une étude de sociologie électorale qui était très intéressante, parce que là aussi, il y avait une bascule qui était inédite, même si on se trouvait là dans le Grand Sud. Et cette bascule était expliquée par ces sociologues qui n'expliquent pas toujours que des bêtises, ne disent pas toujours que des bêtises, par le fait qu'un certain nombre de Marseillais qui avaient fui d'immigration s'étaient repliés à Vitrolles et avaient là acquis des petits pavillons pour être enfin tranquilles. Et dans un deuxième temps, ils avaient été rattrapés par la vague d'immigration et là se retrouvaient dos au mur puisque ils ne pourraient plus se séparer de ce pavillon dont les crédits étaient en cours. Et donc, eh bien, ils étaient forcés de faire face à cette vague et donc de voter, en l'occurrence à l'époque pour Bruno Maigret, alors qu'ils pouvaient, c'était là ce que constataient ces sociologues, c'est que beaucoup d'entre eux se définissaient comme étant plutôt de droite, UDF ou RPR, ou encore socialistes, mais ils n'avaient plus le choix. Et je pense vraiment que cette affaire de répartition des migrants, tout en sachant que c'est un flux continu et que donc c'est pas juste une petite vague et qu'ensuite on n'en parle plus, eh bien, a profondément modifié la perception qu'ont un certain nombre de nos compatriotes qui se croyaient protégés ou à l'abri de cet enjeu migratoire, parce qu'ils ont soudain compris qu'ils ne pourraient pas y échapper en restant dans leur campagne. Alors, on va justement demander à Maître Gentillet de confirmer cette analyse. Pierre Gentillet, êtes-vous avec nous ? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonsoir Pierre. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes, je le rappelle, candidat Rassemblement National dans le Cher, dans la 3e circonscription. Donc, celle qui jouxte, je crois, Belabre, où vous avez eu une action militante tous ces derniers mois. Et oui. Là, nous évoquions d'un côté la surenchère de l'extrême gauche qui a besoin de faire du bruit pour exister, et un électorat qui est désormais passé au RN, qui est simplement un électorat qui a cru être tranquille à la campagne en fuyant les villes et qui voit désormais que les maux de la France les rattrapent chez eux et ils risquent donc de se mobiliser. Est-ce que vous ressentez ça là où vous vous trouvez ? Ah, c'est très clair, c'est très clair. C'est-à-dire que ce que vous me dites, fait penser à une discussion portée au fond avec un journaliste de France Info. Discussion que j'avais il y a quelques jours et qui me disait mais ici il n'y a pas d'immigration. De fait, il n'y a effectivement pas beaucoup d'immigration. Mais pourtant, les gens parlent beaucoup d'immigration. Parce qu'en réalité, ces gens-là, pour une partie d'entre eux, pour une partie, je dis bien, ont fui la ville ou alors ont été en contact dans des grandes villes avec, on ne peut pas utiliser le terme bien évidemment, hein, mais tout le monde sait de quoi je parle, c'est-à-dire le grand changement, voilà, grand remplacement autant dire. Et bien évidemment, c'est un moteur principal, ou en tout cas, si vous voulez, la mobilisation ici, c'est un bimoteur. C'est à la fois la question du pouvoir d'achat, de l'abandon de cette petite ruralité, et en même temps ce que devient ce pays. C'est vraiment ça les deux éléments moteurs, je dirais, du vote RN qui explose ici, clairement. Alors, comment est-ce que ça se configure dans votre circonscription ? Est-ce que, en gros, comment ça se passe pour vous, pour parler trivialement à qui faites-vous face ? Je fais face au député macroniste sortant, qui d'ailleurs essaie de se cacher. C'est intéressant. C'est un député qui se prétend indépendant d'hiver droite, mais qui en réalité a soutenu pendant très longtemps la Macronie, et qui aujourd'hui, voyant la déroute, si vous voulez, essaye de s'absoudre. Il dit partout qu'il n'a rien à voir avec la droite. Bon. De manière générale, ce que je constate ici, c'est que l'électorat Rassemblement National, pour vous donner un ordre d'idée, dans ma circonscription, aux élections européennes, a fait 40%. Voilà, 40%. Donc c'est bien parti. 13%. Donc évidemment, il y a eu un basculement. Ensuite, vous savez, ces élections législatives, même s'il y a une dynamique nationale, je ne le nie pas, il ne faut pas nier non plus. Il ne faut pas nier, et ça, je pense que c'est un point qui est totalement critique.
On vous entend très 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 mal, Pierre. Je ne sais pas si vous pouvez stopper quelque part. Allô, là, malheureusement, là, ça a coupé. Sabotage, effectivement. C'est LFI qui coupe les fils, la radio Courtoisie. Méchant conspirationniste. Exactement. Non, alors la question maintenant, c'est selon vous, donc les propos de Bardella ce matin, comment vous les percevez? Donc, il parle de choc d'autorité à l'école, d'incitation, contre les déserts médicaux, là où se trouve d'ailleurs notre ami Pierre Gentillet, de la préférence nationale pour les postes stratégiques, de la limitation des charges patronales pour faire des augmentations de salaire, et de réserver également les postes, certains postes à des Français, donc non pas de souche, mais à des Français de nationalité française. Comment est-ce que vous percevez ce programme? Est-ce que ça vous semble un RN qui met de l'eau dans son vin, comme je l'ai entendu dire? Est-ce qu'au contraire, ça vous semble responsable dans la mesure où il se prépare à travailler? Alors, pardonnez-moi, je vous repose la question dans un instant parce qu'on se retrouve avec Pierre. Pierre Gentillet? Oui, de nouveau, Oui. excusez-moi. Je suis dans la Champagne d'Erichon et la couverture réseau n'est pas la meilleure. Non, je ne le cache pas. on entend même les chiens aboyer derrière vous, c'est dire s'il y a de l'authenticité dans cet entretien. Oui, tout à fait. Vous devez avoir un petit parfum de Berry Dans au les micro, studios. C'est agréable. Et pour terminer sur ce que je vous disais, oui, en campagne, il y a indubitablement une percée du vote RN, mais moi je vous dis, il faut toujours parler au conditionnel avant une élection. Donc je reste relativement prudent. Les retours sur le terrain que j'ai sont très très bons. Ce qui est nouveau et ce qui peut vous donner peut-être des éléments intéressants pour la discussion ici, c'est que je sens très clairement, même si ma circonscription n'est pas bourgeoise, je sens un basculement assez net d'une partie d'électorat ex-LR directement et dès le premier. Ça, c'est vraiment la grande tendance. Et j'irai même plus loin, également d'anciens macronistes. D'anciens macronistes qui, par peur du bloc gauche, extrême gauche, ne voient pas la tripartisation, mais la bipartisation du système politique français. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant. Alors, cher Pierre, malheureusement, on va devoir s'arrêter là parce que le son est vraiment de mauvaise qualité. Je suis désolé. Non, mais c'est nous. Merci déjà d'avoir bien voulu nous répondre. C'est nous qui vous embêtons en pleine campagne. C'est aux deux sens du terme. Mais un grand merci. Bonne chance en tout cas. Et j'espère que quand vous reviendrez dans les studios, vous serez député. Ce sera avec plaisir si c'est le cas. Avec plaisir. À bientôt, Pierre. Bonne chance. Au revoir, Pierre-Alexandre. Au revoir tout le monde. On aurait dû placer la chanson Arnaud Guyogenin de Michel Delpech, Le Loir-et-Cher. Ah, c'est vrai. T'es bienvenu. C'est Très vrai. belle musique Ah, mais là, c'est enracinée. le Cher. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la question, donc, là, nous avons Pierre Gentillet donc, qui nous dit qu'apparemment, c'est quand même plutôt bien parti dans sa circonscription. Comment est-ce que vous percevez justement l'avenir, là, c'est-à-dire l'avenir qui est dans une semaine? On annonce un RN à 35,5, 36 Reconquête ce à soir même. 1... Pardon 36 ce soir. Ouais, 36 ce soir. La Ouais, température 36. monte, comme disait une amie avec qui je déjeunais ce midi. Donc, la question, c'est que ça va nous faire des tas de premiers tours, tout cela. Mais ça ne nous fait pas des députés. Alors, comment ça va se passer, selon vous? Je pense que... Un expert de la carte électorale, Oui, Jean-Yves Le non, Gallou. non, je n'ai pas cette prétention, et puis je me suis beaucoup trompé, donc je peux encore me tromper. Il Voilà. ne connaît rien. Non, ce que je crois, ce que nous a dit Pierre Gentillet, c'est qu'il y a un certain basculement des couches modérées et des gens qui n'auraient jamais pensé voter Rassemblement National ou qui seraient même mobilisés contre, ne vont pas le faire cette fois-ci. Notamment parce qu'ils craignent les folies de l'extrême gauche. En fait, c'est un que peu le miroir inversé. Le vote de barrage, il va jouer, je pense, beaucoup plus contre le soi-disant nouveau Front populaire que contre le Rassemblement. que contre le Rassemblement national. C'est-à-dire que le voir vote que bourgeois dans et le fond- centriste se retourne. Oui. Jadis, il était contre la menace imaginaire du Front National, et aujourd'hui, il est contre le péril, contre à le mon péril avis, économique, et puis quand même implicitement... et puis de l'ouverture parce des que ce qu'on frontières, appelle le l'ouverture des nouveau prisons. Front populaire, il y a quand même au moins deux grandes catégories d'électeurs différents.
il y a l'électeur français de gauche issu de la fonction publique, encadré par les syndicats, etc. Ça, c'est une première catégorie. Et puis l'autre catégorie, c'est le vote des banlieues, le vote de l'immigration, très largement encadré par les courants islamistes. Et ça, c'est ressenti aussi. Donc il y a une double crainte de l'extrême gauche. Il y a la crainte du courant islamiste et il y a la crainte du courant économique délirant. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça, Alors qu'à plus contrario, le programme du Rassemblement national, tel qu'il a été présenté aujourd'hui par Bardella, paraît relativement raisonnable et modéré. Je pense d'ailleurs que par rapport à ce qui sera possible de faire, il faut distinguer 3 étapes. L'étape de Matignon, qui permet de régler quand même beaucoup de choses, ne serait-ce que par des décrets, par des instructions données aux préfets, aux recteurs, aux ambassadeurs, qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet aussi de faire certaines lois. La deuxième phase, c'est effectivement la présidence de la République qui permettra d'aller plus loin. Et la troisième phase, c'est la réforme de la Constitution qui permet de passer outre un certain nombre de choses qui sont impossibles aujourd'hui compte tenu du blocage du Conseil constitutionnel en particulier. Donc il faut voir 3 étapes. Je pense que la première étape, si elle a lieu, devrait quand même déjà apporter des résultats concrets. Elle ne ramènera pas l'immigration à zéro. Non, c'est impossible. Mais par contre, il y a déjà la possibilité de limiter le nombre d'entrées au titre des régularisations, au titre du travail, au titre des séjours étudiants. Il y a la possibilité, ce qu'avait d'ailleurs fait un petit peu Claude Guéant entre 2011 et 2012, de limiter les naturalisations. Par exemple, je vais donner un exemple. C'est peut-être pas possible aujourd'hui d'interdire le voile dans l'espace public, mais on pourrait demander au préfet de cesser de mettre des grands uniformes pour remettre des certificats de nationalité à des femmes voilées, par exemple. Ça, c'est possible dès le 20 juillet, par exemple. Voilà, ça ne règle pas tous les problèmes, non, bien sûr. Symboliquement, ça peut inverser le courant des choses. Alors, on va... Arnaud ? Oui, alors il y a ensuite, on lit le courrier des auditeurs de Radio Courtoisie. Xavier Von Leer, Jean-Yves Le Gallou, une réalité sociologique, électorale, etc. et politique, c'est qu'effectivement, Bardella et le RN sont en train de prendre un peu partout, c'est-à-dire et chez les macroniens, et chez LR, etc., etc. Peut-être même quelques éléments de la France insoumise, mais à mon avis, sont quand même extrêmement minoritaires. Mais il me semble quand même qu'il faut rappeler les fondamentaux et les principe premier du Rassemblement national, que Jordan Bardella, d'ailleurs, ne s'est pas caché de mettre en avant. D'abord, le pouvoir d'achat, en faveur des premiers produits de première nécessité, le fioul, le gaz, l'énergie, etc., etc. La lutte contre l'immigration et contre l'insécurité. Et je pense que le diagnostic qu'a fait... Bardella, Marine Le Pen, etc., est toujours le même, c'est celui de Christophe Guilluy entre la France périphérique et la France du centre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une France précarisée, une France qui est aujourd'hui absorbée par le grand remplacement et par le grand déclassement, des classes populaires et des classes moyennes déclassées qui sont malheureusement aujourd'hui, qui font le jeu de qui sont victimes de la mondialisation, de l'immigration et de la paupérisation. Et par conséquent, je crois qu'on peut, et ce que Bardella a fait, il l'a fait de manière progressive, il a bien montré qu'on ferait les choses en plusieurs temps. Il ne s'agit pas de faire tout en même temps. Mais la priorité des priorités qui est donnée, c'est le pouvoir d'achat, ce qui n'empêche pas de lutter évidemment de manière complémentaire contre l'immigration extra-européenne et contre l'insécurité et contre bien d'autres maux de la société française. Alors, on va lire quelques messages d'auditeurs avant de passer à la suite. Un auditeur de Radio Courtoisie, Monsieur Gentillet, qui est candidat dans le département du Cher dans la 4e circonscription, est-ce que cela correspond à la ville de Vierzon ? Non. Non. Non, c'est plus au sud.
Un autre auditeur, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Un point qu'il faut souligner, c'est que les gauchistes n'osent pas les 15 jours de haine de 2002 ou n'y réussissent plus. En 2002, il y avait 900 000 personnes place de la République et des manifestations même dans les petites villes. Oh non, il n'y a jamais eu 900 000 personnes place de la République. Tous les chiffres sont toujours gonflés. Mais il n'y avait pas la même ambiance en 2002, c'est vrai. Oui. Mais ils refont un peu le même cirque, hein, mais avec Mais beaucoup moins de succès. Oui, et puis je pense aussi qu'ils ils n'ont plus le vent en poupe. Oui, tout bêtement, quoi. Aujourd'hui, c'est eux la menace. Oui, ce sont eux qui font peur. Et pas le contraire. plus ils se montrent, plus ils Et suscitent plus un ils vote font de peur. rejet. Ouais, ouais. Xavier Van Oui, c'est Lier. parce que, oui, la grande différence de leur manifestation par rapport à celle de 2002, c'est qu'en 2002, je trouve que dans les manifestations anti-Jean-Marie Le Pen, on avait quand même un peu le sentiment d'avoir toutes les sociologies françaises qui étaient rassemblées pour s'opposer au Front National. Alors qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'ils organisent une manifestation, on a l'impression d'avoir un mélange de banlieues qui déferlent sur Paris, voire les banlieues de Gaza qui déferlent sur Paris, des barbus. Tu exagères un peu, là, quand même. Des féministes hystériques, parce que c'est quand même très bariolé et folklore. Alors qu'en 2002, on pouvait avoir des élèves bien propres sur eux, des professeurs des écoles, etc. Des enfants de 5 ans. Là, c'est entre le nid de coucou et voilà, et la banlieue moyen-orientale, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui est propre à rassembler et à rassurer. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que s'agissant finalement du bloc central et des électeurs modérés qui vont en partie faire l'élection, au second tour en tous les cas, c'est que je pense qu'ils sont très désabusés. Alors j'ai déjà dit à cette antenne, mais moi je me souviens de Macron en 2017, j'ai connu des macroniens fiers qui se disaient « j'ai voté Macron et on va voir ce qu'on va voir, on va remettre la France au travail, on va libérer les énergies, etc. » Parce que Il y c'est avait un notre vrai enthousiasme projet. dans une frange de la population, il y avait un vrai enthousiasme pour Macron en 2017, ça remonte. Aujourd'hui, c'est la désillusion la plus totale. Ces gens sont parfaitement perdus et on voit que leur argument qui consiste à dire le RN ce serait la catastrophe, sont pas de bons gestionnaires, leur programme économique est catastrophique, tombe complètement à plat puisque entre-temps, on a quand même atteint les 3 000 milliards de dettes, une dette supérieure au PIB, la note de la France qui dégringole par les sacro-saintes, pour eux, agence de notation anglo-saxonne, l'Union européenne qui s'apprête quand même à engager une action contre la France pour déficit excessif et budget insincère. Donc évidemment, cet électorat est paumé. Il ne peut même pas se raccrocher à ses champions. Je pense même que quand Édouard Philippe pointe le bout de son nez, on se dit on l'a déjà vu celui-là, non. Et que donc il y a même une tentation d'essayer les autres. Et bon, quelqu'un qui est complètement démobilisé et le moral dans les chaussettes, eh bien, et en tout cas détaché de ses amours premiers, eh bien, il est disponible pour une nouvelle amourette. Et je pense que certains d'entre eux sont disponibles pour quelque chose qui ressemble à l'union des droites. Allez, on continue à lire quelques messages d'auditeurs. Une auditrice de Radio Courtoisie. RMC a rappelé ce que gagne un député, soit 7 500 € par mois sans impôt et 5 000 € pour l'assistant parlementaire sans impôt. L'auditrice disait 12 000, mais 12 000 c'est au Parlement européen, en fait. C'est un parlement parlementaire français. Ce qu'il faut dire quand même, sans défendre les députés, c'est que c'est beaucoup moins payé. L'écart entre ce que gagne un député aujourd'hui et ce que gagne un cadre supérieur dans une grande entreprise ou un consultant dans une grande entreprise est beaucoup plus grand qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Merci, monsieur le député. Mais je ne suis plus. On est député à vie. Je ne suis plus depuis bien longtemps. À vie. Mais je suis plus depuis bien longtemps. Mais je tiens quand même à souligner que l'écart s'est creusé. Et ce qui fait d'ailleurs que le député Renaissance, il gagnera plus quand il sera plus député Renaissance. Il ne va pas pleurer là-dessus. Il fera du lobbying comme tout le monde. Il fera du lobbying et ça paye beaucoup plus. Xavier voulait... non, Charles-Henri, qu'on n'a pas encore entendu. Oui. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir, je suis là, je vous écoute avec intérêt. Non, pour revenir à la différence entre 2002 et 2024, c'est que la honte a changé de camp. C'est-à-dire qu'en 2002, avouer qu'on pouvait voter FN, à l'époque c'était Front National, c'était quand même faire preuve d'un sacré courage, parce qu'on était pestiférés, la peste bubonique, enfin, c'était honteux, quoi. C'est impossible dans certaines professions de pouvoir dire qu'on allait voter FN. Et même dans certaines familles. Et même dans certaines familles, ça va peut être l'affaire Dreyfus.
Et je pense que c'est ça qui est extraordinaire en l'espace d'un petit peu plus de 20 ans, c'est que la honte a changé de camp, que Jean-Luc Mélenchon est quand même un repoussoir pour une classe euh, sociale aisée et modérée, on va dire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Même si, évidemment, il y aura toujours le côté extrême gauche, mais qui quand même n'attire pas des gens qui sont peut-être à gauche, mais quand même raisonnables, on va dire. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, Macron, c'est extraordinaire parce qu'il est démonétisé, comme on dit. C'est-à-dire que moi, je vois bien sur les affiches des candidats dits majorité présidentielle, ils n'osent plus mettre la tête du président et surtout pas dire qu'ils sont de la majorité présidentielle. Je ne sais pas d'où ils sont, et ils arrivent comme ça, ils sont là dans les campagnes. Mais pour une fois, c'est du côté présidentiel. Mais alors, on a l'impression alors moi, je les taquine parce que j'en connais et je leur dis, mais vous vous présentez au nom de qui? Ah, ben, c'est la majorité raisonable, venez vers nous. Mais enfin, ils n'osent plus. Qui n'est ni raisonnable, ni une majorité, d'ailleurs. Mais tout à fait, exactement. Alors, moi, je trouve ça risible. Ceci dit, ils auront quand même un pouvoir, parce qu'ils ne vont pas être réduits à zéro, et il y aura toujours phénomène d'agrégation entre le bloc, je dirais, des gauches, pour parler comme maintenant le nouveau Front populaire. Il y aura quand même la tendance socialiste historique Bontin qui se rapprochera forcément de la majorité dite présidentielle, et puis des LR canal non Ciotti, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on doit l'appeler, le canal Molasson, ouais. Canal Molasson, c'est Canal Molasson. Les LR canal mou qui seront aussi tentés par un rapprochement macroniste. Est-ce que ça suffira pour faire une majorité? J'en doute, mais en tout cas, ça gonflera les centristes qui pourront quand même avoir les clés pour changer la loi ou avoir. Et juste, je termine par quand même une réflexion, c'est que il y a quand même un phénomène qui, moi, m'a étonné et dans le bon sens, c'est que même Serge Klarsfeld a dit qu'entre un RN et un nouveau Front populaire, il voterait RN sans hésitation. C'est pas de bon augure. Est-ce que vous vous rendez compte, oui, peut-être, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a ça rebat les cartes. Ça aurait été impossible. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça rebat les cartes. Alors, Jean-Yves Le Gallou. Deux choses. Macron est tellement démonétisé qu'il a réussi à remonétiser François Hollande. Oui. Donc c'est quand même absolument extraordinaire. On en parlera dans 2 secondes si vous voulez bien. C'est un vrai sujet. Et ceci étant, effectivement, on peut imaginer, c'est sans doute le calcul d'Hollande, une majorité entre une partie de la gauche et des écologistes, les macronistes, et puis les LR, tendance Molasson ou Canal Mou, mais ça ne fait pas une majorité. Ça ne fera pas une majorité de toute façon. C'est sans doute ce à quoi il pense, mais ça ne fait pas une majorité. Arnaud Guyogenin et ensuite Xavier. Alors, 2 points très rapides. J'ai vu un entretien avec Henri Guénaud sur France 2 récemment. On lui posait la question de savoir s'il pourrait être ministre d'un futur gouvernement Bardella. Et on supputait que dans la question, il aurait pu avoir des connivences avec le Rassemblement national plus qu'avec les autres partis. Et il a répondu sans crier au fascisme qui revient, sans évidemment avoir la moindre acrimonie vis-à-vis du Rassemblement national. Je pourrais être d'accord avec lui sur un certain nombre de programmes, mais je ne peux pas être ministre du Rassemblement national pour une simple et bonne raison, c'est que je ne crois pas pouvoir gouverner en l'état aujourd'hui, que ce soit intellectuellement, institutionnellement, juridiquement. Les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir faire un vrai gouvernement qui mènerait à bien des réformes, des lois qui seraient ratifiées par le gouvernement Bardella. Donc je m'interroge sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Cela dit, on se pose tous la même question, et Bardella le premier, puisqu'il a dit qu'il ne voulait pas diriger un gouvernement qui n'aurait pas une majorité absolue. Parce qu'effectivement, quand on sait que Macron, pardon de donner mon avis, mais Macron a plombé la France pendant 7 ans, il est celui qui a décidé tout seul, avec un cynisme assumé et même revendiqué de cette dissolution pourrie. Alors, si en plus maintenant il crée une chambre ingouvernable
et qu'il refile le bébé à son pire ennemi, non, Bardella a bien raison de dire non, je ne prends pas. Il faudrait être un abruti. Surtout que ça pourrait être que pour un an. Ça serait minimum 1 an, oui. Mais c'est surtout qu'il n'y a aucune raison que Bardella ramasse les pots cassés par M. Macron. Ça n'a aucun sens. Xavier Van Liert, vous voulez... J'avais un deuxième point, mais peut-être après. Je pense que non, on va pas rester sur Guénaud une demi-heure. Mais non, je n'ai pas dit que c'était Guénaud. J'avais un autre point à souligner qui n'était pas du tout en liaison avec Guénaud. Alors, allez-y. Non, alors je vais mettre un petit peu mon poil à gratter. Depuis tout à l'heure, nous avons une certaine bienveillance, disons, pour Bardella et pour un futur gouvernement Bardella. Je pose juste la question de savoir si, du point de vue tactique, stratégique, électoral, il serait une bonne chose que Ciotti et les ciotistes apportent l'appointement, en quelque sorte, de voix au RN pour gouverner majoritairement. Maintenant, je me pose la question de savoir si, d'un point de vue politique, idéologique, etc., si véritablement Éric Ciotti recouvre les positions du RN sur la question sociale, sur la question géopolitique, sur la question de l'immigration et de la sécurité, où on ne sait pas exactement quelles sont ses positions, même si on imagine bien qu'effectivement il est plutôt à peu près sur la même longueur d'onde. Et puis je pense surtout que Ciotti a accepté de ratifier et de fusionner en quelque sorte avec le RN pour 2 raisons, parce qu'il espère être maire de Nice et parce qu'il espère être ministre de l'Intérieur d'un gouvernement Bardella. C'est probable qu'il ait des ambitions personnelles. C'est vrai, mais ça n'est pas honteux. Oui, et puis je pense que ça ne résume pas tout, parce qu'on peut peut-être aussi dire que vivre avec des gens comme dans la compagnie de gens comme Xavier Bertrand, ça lui je pense. Geoffroy Didier et toute la clique des Mollassons, comme on les appelait tout à l'heure, ça devait commencer à être pesant. Moi, Ciotti, j'ai jamais eu une énorme admiration pour Ciotti, mais là je l'ai trouvé assez étonnant. En fait, assez étonnant, je l'ai trouvé comme quelqu'un qui s'était libéré, qui retrouve un peu de souffle, un peu d'air, et qui, je sais pas, comme quelqu'un qui hésite à divorcer pendant longtemps, il est dans le mal-être, et puis tout d'un coup il dit maintenant ça suffit, j'en ai marre d'être cocu, je m'en vais, et hop. Et comment va-t-il pouvoir cohabiter avec le RN sur des positions qui sont antagonistes ? C'est ça le problème. Oui, mais alors, pour le coup, à Radio Courtoisie, on plaide pour l'union des droites depuis 1987. À Courtoisie, oui, à Courtoisie, pas en politique française. Si on veut gouverner, malheureusement, il faut absolument accepter des compromis. Oui, mais ce ne sera pas des compromis, ce sera des compromissions. On a reproché assez souvent à la droite molle de faire la fine bouche et de rejeter les électeurs, enfin pas les électeurs, mais plutôt les têtes de gondole du FN et du RN. Maintenant, pour une fois, il y en a un qui casse la digue. On va quand même pas cracher dessus. Non mais ça, Charles-Henri, c'est parce que vous vous inscrivez à Courtoisie et en politique en général pour l'union des droites, mais on a droit de ne pas être d'accord avec vous. Évidemment. D'ailleurs, j'observe. Moi, je suis pour l'union des droites, mais ouvertement, oui. D'ailleurs, j'observe que dans ma Courtoisie et de tous les talents. J'observe dans la circonscription qui est la mienne, à Courbevoie-Puteaux-Neuilly, que le candidat qui se présente sous l'étiquette ciotiste RN. Vous avez en très très gros le portrait d'Éric Ciotti, en plus petit le nom du ciotiste qui se présente, Alexandre Pagny, et en tout petit, l'insigle du RN. On se demande qui s'aligne sur qui. Oui, non, mais ça, la circonscription. Pas tous d'un coup. Vous n'aurez jamais un parti chimiquement pur. Non, mais vous pouvez avoir des tendances dominantes quand même. Et pas de contre-mission. Allez, Jean-Yves Le Gallou. Pas tous d'un coup. Bon, pardon. Moi, je crois que l'expérience montre de manière très claire que la seule stratégie gagnante pour le RN, ce qui était déjà les tentations à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il y a 40 ans, c'était l'union des droites. Il n'y a pas d'autre solution, tout simplement parce que est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut ne pas être d'accord avec les idées de cette union des droites ? Mais peut-être, mais la question de la gauche, c'est qu'il n'y a pas de gauche qui veut venir, en tout cas pas de gauche
institutionnel qui veut venir dans ce type d'alliance. En Donc tout il n'y a cas, pas, les classes il y a pas de populaires choix. et les classes moyennes déclassées qui viennent de la Oui. gauche, des ouvriers, des employés, des salariés, votent majoritairement pour Bardella et Marine Le Pen. Oui, ça j'entends bien, mais ça c'est sociologique. Ceci étant, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas d'argent magique. Et avec 3100 milliards de dettes, il n'y aura pas de miracle. Il y a de l'argent dans le pays. Il y a de l'argent. Oui, enfin d'accord. Bon. Mais il y a deux manières de régler le problème du pouvoir d'achat. Il y a plusieurs manières. On est ramené au problème de l'énergie. Oui, il y a une manière de reprendre la souveraineté énergétique et donc de revoir à nouveau des prix de l'énergie, notamment de l'électricité et du gaz, qui soient plus raisonnables. Et du fioul. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière de donner du pouvoir d'achat, c'est de limiter un certain nombre de contraintes bureaucratiques au nom de la transition énergétique qui aboutit à une augmentation considérable du coût des logements. Il y a une troisième manière, c'est de régler les problèmes d'immigration et d'insécurité qui ont un impact sur le pouvoir d'achat. Parce que quand on est obligé de mettre des vigiles à l'entrée des supermarchés, qui paye le vigile? Bien, c'est le consommateur à la fin. Et par conséquent, de même, en matière de pouvoir d'achat, pourquoi les salaires sont tirés à la baisse? Parce que quand effectivement on peut faire rentrer des clandestins qu'on ne paye pas ou qu'on paye 2 à 3 fois moins que le prix d'un salaire normal, on tire aussi là aussi les salaires à la baisse. Donc moi, je ne crois pas du tout à la distribution d'argent magique, parce que c'est plus possible. Ça a peut-être été possible, ça ne l'est plus. Non, mais les multiples contradictions qui existent entre Ciotti et le RN, ça va jusqu'à la retraite et les 40 annuités que propose Jordan Bardella, la retraite à 60-62 ans avec un taux de progressivité. Éric Ciotti, il sera évidemment opposé, et il y aura plein d'autres points sur lesquels il sera opposé. Oui, mais ne serait-ce que sociologiquement. dans un gouvernement de coalition, et là, de fait, il y aura, quand je parle de majorité absolue, c'est évidemment avec les ciotistes. Il est possible d'ailleurs que sur certains points, un certain nombre d'élus ciotistes soient plus radicaux que des élus Rassemblement national au sens strict. Tout ça va être très étudié. Notre ami Gentillet sera élu ciotiste. Il a été investi. Non, il est par RN. RN, Oui, RN, d'accord. oui, Alors il est votable. Voilà. Allez, il faut qu'on continue parce qu'il y a énormément de messages qui s'accumulent. On va en lire quelques-uns en rafale et ensuite on lira la chronique. La chronique du courrier des auditeurs. Oui. Un auditeur de Paris qui envoie ce message. Pour échapper à la décadence et à l'immigration massive, beaucoup de Parisiens ont quitté Paris pour les petites villes de province. Ces dernières sont à leur tour envahies et c'est la double peine, vide social et culturel des petites villes, insécurité, migration des grandes villes. Voilà pour cet auditeur. Pas envahies, on ne peut pas le dire, mais elles voient venir beaucoup d'immigrés. Quelle sera, dit cet auditeur, quelle sera la liberté de manœuvre du futur gouvernement suite au vote par le Parlement européen le 18 décembre dernier avec 267 amendements substantiels au traité de l'Union européenne, dispositions qui suppriment davantage encore la souveraineté nationale de chaque pays, et dans beaucoup de domaines, santé, climat, affaires étrangères, sécurité, défense. En matière de climat, très simplement, l'essentiel de ce qui bloque et ce qui augmente les prix des logements, ça relève du domaine réglementaire. Et donc, ça peut être réglé par des décrets. C'est relativement simple. Il ne faut pas chercher à vouloir changer tout d'un seul coup, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui, à mon avis, peuvent être faites, y compris par décret, y compris par instruction ministérielle. Un autre auditeur de Radio Courtoisie, si le RN obtient la majorité absolue, ne peut-on pas s'attendre à des émeutes sur tout le territoire comme l'an passé, ce qui entraînerait l'annulation des Jeux Olympiques? Alors, il se peut que nos amis des banlieues, qui sont un peu susceptibles, n'apprécient pas beaucoup un vote, mais bon, en même temps, il y a des autorités, on est dans une démocratie ou pas, en fait. C'est-à-dire que si on commence à rejeter son propre vote simplement pour avoir la paix, c'est qu'on n'est plus tout à fait dans une démocratie. Et encore une fois, si le Rassemblement national finit par avoir une majorité confortable, il aura toute la légitimité du monde pour
prendre les mesures adéquates. Et puis Pierre-Alexandre, on peut se poser aussi la question de savoir si ceux qui commémorent les Jeux Olympiques, que ce soit les spectateurs ou que ce soit les joueurs, s'ils vont trouver plutôt bien de pouvoir de concourir aux Jeux Olympiques, ou si au contraire ils vont trouver bien de pouvoir les subvertir et de ne pas précisément faire en sorte que les Jeux Olympiques se déroulent normalement à travers la sécurité, la délinquance qui peut s'y produire. Ça va être un grand enjeu politique et symbolique. Oui. De toute façon, la violence favorisera forcément soit le pouvoir en place, soit la tendance RN. Donc de toute façon, puis il ne faut pas avoir peur d'un 14 juillet un peu mouvementé. Voilà. Non, ça c'est sûr. D'ailleurs, le 14 juillet se déroulera, je l'ai appris ce midi également, avenue Foch. Le 14 juillet, mais avenue Foch et pas sur les Champs-Élysées. Oui, tout à fait, à cause des installations. Oui. Et Macron a fait installer une espèce de tribune, mais monstrueuse, on dirait un machin de l'espace. J'ai découvert ça aujourd'hui. Alors, on va écouter, parce qu'il faut absolument qu'on le fasse, un petit message d'appel à l'aide pour nos auditeurs. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, chers auditeurs, c'est important de nous aider à en produire d'autres. Si vous aimez cette émission, aidez-nous, soutenez-nous. Je le dis surtout maintenant parce que nous avons décidé, au vu de la situation qui est celle du pays, de poursuivre notre émission matinale le plus longtemps possible, au moins jusqu'à la désignation d'un nouveau gouvernement, ce qui peut prendre un certain temps. Et pour être honnête, cela a un coût, parce qu'il faut renforcer des équipes. On a des journalistes qui travaillent énormément, si vous les écoutez le matin, vous le savez, qui se démènent pour vous offrir de beaux sujets, des reportages, des entretiens, des enquêtes. Donc c'est quand même énormément de travail. Et si nous voulons prolonger notre saison, nous avons absolument besoin, pour continuer à vous transmettre des informations que vous appréciez et dont manifestement vous avez besoin, enfin je l'espère, nous avons absolument besoin de faire ça tous ensemble, c'est-à-dire avec vous. Donc nous avons un grand besoin de votre soutien. Le soutien, par exemple, que nous donne cet auditeur de Mons en Belin, dans la Sarthe, et qui envoie 50 € et qui dit « Je vous remercie de tout cœur pour la grande richesse de vos émissions. Ligne droite est vraiment un plus, souvent passionnant et utile pour suivre l'actualité avec un autre regard. Bravo à toute la jeune équipe. Félicitations pour leur beau travail. Je les encourage, cher monsieur. Vous n'imaginez pas à quel point vous les encouragez en effet, parce que là, vous le faites concrètement avec ce don de 50 €. Un auditeur de Clichy, dans les Hauts-de-Seine, qui envoie 150 €. Recevez ma cotisation annuelle. Merci pour toutes vos émissions variées et originales que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. J'apprécie particulièrement celles qui concernent la littérature et l'histoire. Salutations à toute l'équipe et tous mes vœux de réussite. Cher monsieur, merci, parce que si nous réussissons là aussi, c'est grâce à vous. Et si vous appréciez particulièrement l'histoire et la littérature, je vous signale que notre nouvelle chaîne, donc sur YouTube, qui est consacrée aux émissions de Radio Courtoisie en dehors donc, de l'actualité de la matinale, se concentrera précisément sur les sujets plus culturels, comme la littérature et l'histoire. Alors, nous remercions également un auditeur du Mans, dans la Sarthe, qui envoie 100 € et qui dit « Que de bonnes émissions. Je ne les citerai pas toutes, mais elles embellissent le quotidien de ma vie. Ce petit chèque pour vous témoigner ma gratitude. » Cher monsieur, c'est nous qui manifestons de la gratitude à votre égard. Un auditeur de Le Grave, en Loire-Atlantique, qui envoie 50 €. 1000 fois bravo à toute l'équipe de Radio Courtoisie pour votre dynamisme, votre courage. Vous êtes les champions de la réinformation. Vous êtes les as de l'info, avec Ligne droite. Mais aussi les émissions à partir de 17h30, plus le samedi matin. Pour moi, c'est simple, depuis quelques années, je n'écoute que votre antenne. Encore bravo à tous et en avant Radio Courtoisie. Merci beaucoup, un grand merci pour ce beau message. Et alors, je vous signale que nous avons avec nous le papa de la réinformation, qui est Jean-Yves Le Gallou. Ça va bientôt être le grand-papa de la réinformation. Un auditeur d'Ophargie, en Yvelines, envoie 200 €. Cher président, patron d'émission, bénévole, dont Hélène. D'accord. Je suis connecté presque 24 heures sur 24 à votre radio. Chut. Le journal Géopolitique Profonde est exceptionnel. Je transmets à mon fils l'ouvrage de M. Boutry, qui a le mérite d'être récompensé. Il doit être soutenu courtoisement et fraternellement. Cher monsieur, un immense merci. Et on transmet vos félicitations à l'équipe de Géopolitique Profonde, notamment donc Nicolas Stocker. Et il reste un auditeur à remercier. Un auditeur de Chartres
qui envoie 120 €. Voici mon soutien pour votre radio. J'écoute régulièrement la matinale pour la qualité des intervenants, mais aussi que j'ai un béguin pour Liselotte. Ah bah alors là... On va lui transmettre. On va lui Eh ben écoutez, transmettre à Liselotte. nous transmettons le message. Allez, eh ben c'était le courrier du cœur de Radio Courtoisie. Sur ce, nous revenons à nos sujets. Alors, il y avait un thème qui me semble important. On l'a un peu abordé là avec Jean-Yves Le Gallou. Est-ce que selon vous, la gauche peut subrepticement remporter ces élections ? Oui, Arnaud parce que Gueugena. si on revient à ces trois blocs majoritaires qui feront que la majorité absolue ne peut pas échoir au Rassemblement national, même avec les ciotistes qui sont au nombre de 60 et qui viendraient s'agréger au nombre de députés RN, on va arriver à ces trois blocs centrales, le RN avec les ciotistes, encore une fois, les macroniens et peut-être une partie LR. Gérard Larcher a d'ailleurs fait tout ce qu'il pouvait pour se rapprocher des macroniens. Peut-être que certains le suivront. Nous verrons d'ici une semaine. Et puis le bloc de gauche, d'extrême gauche. Et si Bardella ne veut pas gouverner comme il l'a dit, s'il y a majorité relative, on pourrait s'acheminer, ça peut paraître ubuesque, mais on pourrait s'acheminer vers un bloc gauche-extrême gauche qui accepterait de gouverner avec une présidence Macron. Alors là, inutile de vous dire le bordel que cela engendrerait. Et c'est peut-être une manière pour le Rassemblement national de voir que la situation étant pourrie, le climat étant pourri, la présidence Macron empêchant de faire passer les réformes, etc. Bref, dans un contexte totalement pourri, le RN n'aurait peut-être pas tendance à gouverner et ce serait peut-être un tremplin pour que Marine Le Pen, dans 3 ans, devienne la présidence de la République après tous les mauvais résultats et la mauvaise gestion et le capharnaüm que cela proviendrait dans le pays. 3 ans, c'est très long. C'est effectivement très long. Charles-Henri Deloy. Alors, effectivement, on ne peut pas faire Madame Irma, mais on peut tout de même effectivement prévoir une espèce d'alliance que je disais tout à l'heure de centriste gauche, et on pourrait aller jusqu'à, pour être amusant, que Macron nomme François Hollande comme Premier ministre, ça serait quand même cocasse. Bon, ne serait-ce que pour que Hollande puisse se venger de la trahison, parce que pour Hollande, Macron l'a trahi. Alors il pourrait lui mener la vie dure, mais enfin bon, j'y crois pas, ça serait un peu comme, après tout, Mitterrand et Rocard. Vous savez que Mitterrand avait nommé Rocard en espérant qu'il se plante et pouvoir dire, vous voyez, vous avez voulu le tocard, vous l'avez eu pendant quelques mois, passons à autre chose. Bon, mais effectivement, je suis d'accord avec Alain, c'est un scénario possible, à savoir que par agrégation du centre et du centre-gauche, on pourrait avoir encore une espèce de majorité centriste, socialiste, en rejetant, comme on dit, les extrêmes, et ça pourrait marcher. Et j'irai plus loin, c'est que tout à l'heure on a parlé de l'attitude d'Henri Guénaud. Ça me fait penser au comte de Chambord. Vous savez, on lui offrait le pouvoir sur un plateau, mais il a chipoté en disant non. Et voilà, pour des histoires de drapeaux. Oui, mais quand non, pas seulement pour des histoires de drapeaux, Charles-Henri. Attendez, là on se concentre sur 2024. Voilà, si vous voulez, on fera un débat, ça serait très intéressant. Mais c'est autre chose. Mais ce que je trouve quand même paradoxal, c'est que vous avez des personnes qui se battent pendant des années pour avoir le pouvoir, et quand ils sont aux portes du pouvoir, on a l'impression qu'ils font un refus d'obstacle, ça s'appelle, dans la cavalerie, hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? À ce moment-là, il ne faut pas faire de politique. On peut remarquer quand même dans le passé qu'à chaque fois qu'il y a eu union des droites, il y a eu plantade de cette droite qui a à chaque fois échoué. Quand Marine Le Pen et Bardella essayent d'absorber toute la droite, a priori, ça marcherait plutôt bien. Alors, Xavier Van Lierde, je me permets simplement de rappeler ma question qui était, est-ce que selon vous, l'extrême gauche peut prendre le pouvoir ? Et là, je voulais réagir à des auditeurs qui avaient peur d'une victoire, qui pouvaient redouter des violences avec une victoire du RN.
Là, je vous garantis, à mon avis, et d'après la petite expérience qu'on peut avoir, que si l'extrême gauche devait gagner, alors là, on aurait des vraies émeutes festives, un bordel généralisé, parce qu'il n'y aurait aucune crainte de la répression. Et manifestement, ces émeutes de la victoire, en gros, seraient presque approuvées par le nouveau gouvernement. Ça serait un 36 islamiste. Oui. Plus qu'un mai 68. Xavier Van Lierde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si l'extrême gauche gagne, il n'y aura pas juste des émeutes de la victoire, ce sera la bordélisation pendant les 3 ans à venir. Parce qu'en réalité, ils entretiendront cette ambiance jusqu'au bout et ne maîtriseront pas leurs troupes à qui ils ont expliqué qu'ils allaient leur remettre les clés du pays à peu de choses près. Et même les clés de la prison, puisqu'ils prévoient de libérer les prisons. Voilà. Non, moi, je voulais réagir sur Henri Guénaud parce que je pense qu'il n'est pas du tout représentatif. C'est-à-dire que Guénaud, je pense qu'il dit non à un poste ministériel tout simplement parce qu'il n'a pas la psychologie d'un politique qui aime diriger. Henri Guénaud, il a depuis toujours une posture de conseiller et il veut rester dans son rôle de conseiller. C'est un écrivain conseiller. C'est un petit peu comme si on avait dit Patrick Buisson refuse un poste ministériel. Ces gens-là n'aiment pas ça. Il ne veut pas les mettre les mains dans l'appareil d'État et dans le cambouis et dans l'huile que ça signifie et s'exposer. Je suis d'accord, mais je suis d'accord et je pas termine, tous. et qui vieillissant apprécie même de plus en plus la posture de vieux sages qui regardent les choses en marge de la bataille, et ce qui est très bien parce qu'il a toujours des points de vue très pertinents, mais c'est pas représentatif des mouvements qui peuvent se produire et qui se produiront si la victoire arrive. Car vous voyez, on a déjà un certain nombre de ralliements après les européennes qui se produisent alors qu'on est encore dans une situation extrêmement risquée, car la geste de Ciotti à ce site sympathique, c'est qu'on sait très bien qu'en fait, on brûle ses vaisseaux quand on décide de faire l'alliance avec le Rassemblement national ou avec la dite extrême droite. C'est-à-dire, c'est du kit ou double. Ah oui. Mais à partir du moment où Millon, Bord et autres peuvent en témoigner. Oui. À partir du moment où la dynamique s'inscrit dans la durée, où ces gens vont comprendre que c'est un mouvement de fond appelé justement à perdurer, qui peut tout emporter, eh bien je pense que d'autres ralliements se produiront et certains plus étonnants qu'on l'imagine. On le voit d'ailleurs, un certain nombre de hauts fonctionnaires, et pas des moindres, ont déjà décidé de rejoindre le Rassemblement national. Alors, là aussi, c'est inédit. C'est parfaitement inédit. Il y a encore quelques années, j'aurais dit, ils ne sont pas prêts pour gouverner, ils n'ont pas les appuis nécessaires, ils ne connaissent pas l'appareil d'État. Je pense que c'est périmé. Alors, cela dit, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Xavier, et peut-être également ce que croit Charles-Henri, mais on a vu aujourd'hui dans Le Monde, j'ai lu Le Monde par devoir professionnel, des hauts fonctionnaires et des représentants d'institutions de la fonction publique dire qu'ils seraient peut-être amenés à refuser d'obéir si le RN imposait des mesures qui allaient contre les principes de la République. Est-ce que vous pensez possible une forme de désobéissance civile ou au contraire, comme vous êtes un peu en train de le dire, là, les gens vont voler au secours de la victoire et finalement appliquer la loi ou respecter même simplement une... Et oublier leurs menaces. Il y aura les deux. Déjà, un fonctionnaire est tenu au devoir de réserve. Alors déjà, allô ? Oui, mais là c'est mal parti. Hein. Oui, déjà, ça prouve qu'ils n'en tiennent pas compte. Donc déjà, il devrait être sanctionné. Et d'une. De deux, ça représente qui ces personnes ? C'est anonyme, voilà, on ne sait pas. Donc on peut faire dire n'importe quoi. Il y a des centaines de hauts fonctionnaires qui sont tout à fait prêts à travailler, j'ose pas dire le mot collaborer, ça serait malvenu, mais à travailler sous les coopérer. À faire leur travail, tout simplement, c'est-à-dire à obéir et servir un gouvernement démocratiquement élu. Et bien voilà, il y a un moyen, de toute façon, c'est de les mettre au placard ou qui travaillent. Et à mon avis, la plupart ont des salaires relativement confortables, et je pense que en milieu de carrière, on tient à garder son train de vie. Hein. Donc, ils continueront et, comme vous dites, ils iront au secours de la victoire. Personnellement, je connais pas mal de fonctionnaires qui n'osaient pas parler tout haut et qui, maintenant, commencent à dire de toute façon, pour eux, il n'y a aucun problème. Ils resteront en place et puis voilà, ils feront leur travail. Alors, on a énormément de messages qui s'accumulent. On va en lire quelques-uns avant de reprendre le cours de l'émission.
Un auditeur de Radio Courtoisie. Le nouveau gouvernement devrait avant tout abroger nombre de lois scélérates, en particulier celles qui concernent la liberté d'expression, Pleven, Guesso, etc. Dans ce domaine, on ne peut pas l'empêcher. Une présidentielle dans 3 ans. Sur quelle ruine? Ouvrez les yeux, nous sommes dans une Byzance de 1453. Un auditeur de Radio Courtoisie. Pendant les Jeux Olympiques, les armées étrangères vont apporter une aide à M. Macron. Ne pourrait-elle pas servir en cas de troubles graves Bon, au on va peut-être président? pas faire appel à des armées étrangères pour défendre notre pays. Article 16. Un autre Les auditeur. troupes du Qatar vont rétablir l'ordre en Seine-Saint-Denis. Avec le Maroc. Il y a une section polonaise à Paris déjà. Ouais, bah, je préfère déjà ça. Mais il y a du Qatar aussi. Oui, mais aussi des Qatar. Marocains. Allez, on Alors, continue. un message d'une auditrice. Savez-vous que la franc-maçonnerie a dit qu'elle accompagnerait M. Bardella s'il était élu? Très bonne émission, écoutez. bravo. Non. Merci. Non. Non, il y a... il y a eu un communiqué commun d'un grand nombre de loges qui, au contraire, appelait. Ah oui, c'est enfin, vrai. Tout à fait. Oui, il y a eu un Il y communiqué a, de il y a 5 un ancien grand maître, ancien président des associations des anciens élèves de l'ENA, qui a effectivement tenu ce type de propos, mais je ne pense pas qu'il soit majoritaire En tout dans cas, sa troupe. ça n'est certainement pas Bardella qui est allé le chercher, mais ça montre en tout cas que cela divise, un peu comme le vote juif, et même comme certains LGBT d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une période de, comme je disais dans l'introduction, de précipité chimique. C'est-à-dire que les camps sont obligés de se préciser, de se définir. On connaît tous beaucoup de francs-maçons qui votent RN depuis longtemps. Ah bah bon, vous en connaissez, vous. moi, je connais aucun franc-maçon. Moi non plus. beaucoup, je peux pas savoir, mais Moi, je Ou alors, je connais suis pas au beaucoup de courant. francs-maçons dont beaucoup votent RN depuis un long moment. Ah bah, il y a, Ah, il y a il les y a- avocats, il y a là. quand même différentes obédiences. C'est vrai. Jusqu'ici, au Ah, ministère de la l'Intérieur, GNF sont plutôt à droite. une alternance, c'était quand la GNF prenait la main sur le Grand Orient et réciproquement. Voilà. Comment il s'appelle l'avocat qui était avec Marine, qui... Gilbert Collard. Collard, oui. Hubert Collard. Bah, Allez. c'était l'exemple même du franc-maçon qui a soutenu le RN. Encore un. Oui, un auditeur. Il nous dit deux idées de grosses et saines économies. Arrêter l'armement, la guerre à la Russie et le financement de l'Ukraine corrompu. Abandonner l'objectif impossible, inutile et nuisible du zéro carbone en 2050 qui va coûter 66 milliards, soit 1500 milliards cumulés. C'est le rapport Pisani-Ferry. Mais absolument. La source d'économie la plus facile à faire, c'est sur toute la gabegie de la soi-disant transition énergétique, qui est une supercherie absolue. Sans parler du Bravo. milliard et demi qui a été utilisé pour soi-disant nettoyer la Seine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Ah, mais celle-là, pour c'est se perdu. baigner dans la Seine, un Pour ne pas milliard se et demi. baigner dans la Seine. En plus, personne n'ira. Voilà. Donc, On va pas faire un débat sur Guénaud, mais je voulais juste répondre à Xavier Van Lierde. C'est pas tellement qui il est, parce que ça m'étonne pas qu'il se soit positionné ainsi, qu'il n'ait pas voulu prendre ses responsabilités pour soutenir un candidat qui serait celui de Bardella. C'est plus ce qu'il a dit. C'est-à-dire le blocage du pays, la difficulté qu'intellectuellement, juridiquement, institutionnellement, on puisse le gouverner. Je crois pas que dans ce cadre-là, on puisse dire, voilà, il y a Guénaud qui prend pas ses responsabilités, qui est un conseiller, et puis il ne pense pas à ce qu'il dit ou il pense ce qu'il dit, mais ça n'est pas très important. Et puis de l'autre, il y a effectivement le personnage tel qu'il est, qui a toujours fait qu'il était un bon conseiller, notamment de Nicolas Sarkozy, mais qu'il n'était pas là pour pouvoir décider politiquement. Je crois que ce qui est important, c'est non pas ce que les personnes peuvent dire d'après ce qu'ils sont, mais aussi d'après ce qu'ils disent. Alors, on va. oui, mais bien sûr. Alors, On n'a pas tellement le temps pour un débat philosophique là, je suis désolé, mais il nous reste 4 minutes. Allez, 10 secondes. Non, mais je lisais en même temps qu'on discutait que Macron vient de prendre la parole là, sur un site internet ou autre avec un nom anglo-saxon invraisemblable, mais pour mettre en garde contre justement le danger de guerre civile si l'une ou l'autre extrême, comme il dit, l'emporte. Ah, mais Alors, il joue sa partie, lui. Hein, oui, il est. Mais c'est-à-dire que Vous savez, moi, je l'ai comparé Alors, à. justement, mais si je peux terminer, Allez-y. il faut que les gens se souviennent. Il faut que les gens se souviennent qu'au corps même de ce bloc central, des gens comme François Hollande, pas des moindres, ou Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, pronostiquaient à terme quelque chose comme la guerre civile en France. Et que donc, en réalité,
brandir le danger de guerre civile à l'occasion d'une victoire du RN, c'est absolument absurde. En réalité, c'est la dernière occasion de prendre la main pour éviter cette guerre civile qui, sinon, inéluctablement, va arriver et se déclenchera dans des conditions absolument épouvantables. Car rappelons quand même que l'un des enjeux majeurs de cette élection, c'est la bombe à retardement démographique. Et si on ne coupe pas ce tic-tac lancinant qui fait que dans quelques décennies, on pourrait se retrouver minoritaire sur notre propre sol, eh bien là, la véritable guerre civile se produira, ou alors la soumission telle que la décrivait Houellebecq. Donc cet argument est absolument bidon. Tout le monde sait qu'on va à la guerre civile si on continue comme avant. Donc dire pour éviter la guerre civile, il faut continuer comme avant, c'est un sophisme absolument absurde. Oui. Et en plus, on peut condamner Emmanuel Macron, là, qui a l'air de jouir de sa position. Il s'est comparé à Jupiter. Moi, je le compare à Néron. C'est-à-dire, ce type a mis la France à feu et à sang. Il a déclenché là un phénomène de dissolution dont il aurait très bien pu se passer. Il l'a fait exprès pour créer du désastre, du désordre. Et maintenant, il se réjouit en disant « Oh, on va à la guerre civile ». Alors, c'est très désobligeant pour Néron. Bon. Moi, j'aurais préféré Caligula ou d'autres empereurs. Mais Néron a fait brûler Rome et il a joué de la harpe. Non. Commode. Oui, mais il y a pire encore. On ne va pas parler de meubles. Il nous reste 2 minutes. Oui, dans l'appel, je trouve l'appel de Macron extrêmement indécent, mais complètement à contretemps. Nous sommes à 6 jours de l'élection et la tendance, c'est à la poussée du RN d'un côté, du nouveau Front populaire de l'autre et à l'écroulement du centre au milieu. Ce qu'il dit n'empêchera pas l'inéluctable, c'est-à-dire l'effondrement de son camp. Bon, oui, mais il ne reste plus que le chantage au chaos. C'est sa seule c'est ce qu'il fait. C'est effectivement ça. Alors, il y a un point qui a été évoqué, mais qui me semble très, très révélateur, c'est le cas de Glucksmann, qui a traité les gens de la France Insoumise et de Mélenchon d'antisémites, et qui s'est tout de suite rallié à la France Insoumise et à l'Union de la Gauche, à son corps défendant quand même, à son Front populaire, sans peuple, comme je dis souvent. Et donc là, en l'occurrence, il s'est rangé, il s'est intégré, il fait partie du mouvement des Insoumis. Oui, c'est vrai. Alors, il nous reste 1 minute, malheureusement. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, cette émission touche à sa fin, ainsi que ce débat passionné. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir la semaine prochaine pour faire l'analyse du premier tour. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Et merci Françoise, Arnaud Guyojanin, Xavier Van Lierde, Charles-Henri Deslois, Patrick Goffman, Jean-Yves Le Gallou et Claudio à la technique. À bientôt. À bientôt.